Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire, mon invité aujourd'hui c'est Alexandre Gauthier, secrétaire général adjoint de la Banque de France. La Banque centrale vient de rejoindre le Carbon Disclosure Project, une étape majeure pour piloter ses investissements en tenant compte des données environnementales des entreprises. Notre débat, il portera sur l'innovation sociale dans les milieux ruraux et en périphérie urbaine, notamment la dotation d'action territoriale. C'est un dispositif qui réunit entreprises, pouvoirs publics et associations pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est Achetons Groupé qui propose aux citoyens, aux salariés de se regrouper pour faire baisser les prix de l'énergie et des mobilités douces. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti. Bonjour Alexandre Gauthier, bienvenue. Vous êtes donc le secrétaire général adjoint de la Banque de France en charge de l'investissement socialement responsable. La Banque de France qui vient de rejoindre le Carbon Disclosure Project. C'est le plus grand système de publication de données environnementales au monde. Pourquoi ce choix ? Bonjour et merci de nous permettre de partager le choix de cette adhésion. En fait, il y a deux raisons à notre adhésion. Il y a à la fois la volonté d'œuvrer pour la transparence, parce que le CDP, c'est une ONG qui a maintenant une vingtaine d'années, qui est née en 2000. Et sa fonction, c'est que lorsqu'on est signataire, le CDP, de la part des signataires, interroge un certain nombre d'entreprises et leur demande de fournir des informations, ce qu'on appelle extra-financières. C'est majoritairement le climat, mais pas seulement, ça peut être de plus en plus l'eau et la déforestation. Donc à la fois, il y a un aspect de pousser à la transparence. Ouais. Et pour donner une idée, en 2021, le CDP a dû solliciter 7000 entreprises. C'est que des entreprises listées, cotées en bourse, ouais. Et il y en a un petit peu moins de la moitié qui a répondu. Donc ça, il y a le premier intérêt qui est de dire on veut pousser et on veut œuvrer pour la transparence. Et puis l'autre intérêt, c'est que ce que collecte le CDP, ça peut permettre de calculer des trajectoires carbone et des impacts carbone. Et ça, on s'en sert, nous, pour nos portefeuilles et puis pour tous nos travaux qui concernent le risque de crédit en y mettant une dimension environnementale. Oui, alors justement, on va rentrer dans le détail, mais est-ce que d'autres banques centrales l'avaient déjà fait ? Et je crois que la réponse est non, vous êtes les premiers. Et comment vous expliquez ? Il y avait une réticence ou est-ce que c'est le début d'un mouvement ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est le début d'un mouvement. Ce qu'il faut voir, c'est que les banques centrales agissent déjà de façon concertée depuis 2017, lorsqu'on a créé un réseau qui s'appelle le NGFS, Network for Green Financial Sector, et qui rassemble des banques centrales et superviseurs et qui bossent sur les enjeux climatiques, en disant quel est l'impact, les stress tests, etc., et ce qu'on peut faire. Donc en fait, il y a déjà une action des banques centrales. Après, peut-être aussi que par tradition, les banques centrales aiment peut-être être moins exposées ou moins être visibles. Donc peut-être que ça peut expliquer qu'il n'y ait pas eu davantage d'adhésion. Mais néanmoins, je suis convaincu que ça va suivre. Et il y a déjà des banques centrales, par exemple, qui sont adhérentes des Principles for Responsible Investment de l'ONU, etc., même si on n'a pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'on essaie de jouer un rôle moteur en matière climatique. Et j'espère que derrière, ça va suivre. Ouais, ce que vous décriviez, c'est le réseau pour le verdissement du système financier. Est-ce que l'enjeu, c'est aussi de la signature, du fait de rejoindre le CDP, le Carbon Disclosure Project, est-ce que c'est aussi de valoriser les données extra-financières des entreprises? Est-ce qu'il y a aussi cette démarche? Il y a beaucoup cette démarche. Et là, je crois qu'il y a une action qui doit être faite à la fois par la régulation. Donc, il y a la CRCRD qui est en préparation, donc l'application pour 2024, qui va concerner l'ensemble des entreprises et qui donne de l'extra-financier. Mais ça ne veut pas dire que dans l'intervalle, il ne faut pas pousser des initiatives qui peuvent même aller plus loin en mettant de la biodiversité et qui sont aussi internationales. Donc oui, très clairement, il y a la volonté de pousser au reporting extra-fi et qu'on ait des données pour après inclure ça
ça peut-être dans des éléments comptables, etc. etc. Mais l'extra-FI, c'est clairement une frontière qu'il faut franchir. Ouais. Les signataires de ce CDP au sein du marché des capitaux, plus de 680 signataires dans le monde, 10 400 entreprises cotées en bourse invitées à répondre aux questions du CDP en 2022. Alors ce questionnaire, il a déjà été envoyé, donc vous participerez à la prochaine campagne du Carbon Disclosure Project. Concrètement, ça va changer quoi pour les entreprises françaises ? Pour les entreprises françaises, je crois que c'est à la fois, si on met de côté l'aspect de signaling, mais qui est quand même important, et qui est aussi de montrer que je crois que la France est quand même très très mobilisée sur le sujet, c'est une façon de le montrer. Après, l'intérêt aussi, c'est de voir comment se situe l'entreprise par rapport à des pairs. Très concrètement, vous adhérez, vous répondez au CDP, c'est déjà une façon de se dire quel est mon degré de maturité par rapport à ces données-là, qu'est-ce qui est demandé et qu'est-ce qui est pertinent. Donc ça, c'est aussi important de se dire est-ce que je suis capable ou pas de rendre compte de mon impact environnemental. Et puis l'autre phase, c'est de se dire, avec ça, où est-ce que je me situe par rapport à des pairs ? Il faut savoir qu'en adhérant au CDP, on peut aller vers ce qui s'appelle le Science-Based Target Initiative et qui permet de se dire, par rapport à une trajectoire 1,5, 2 degrés, comment est-ce que je me situe, à quel horizon, sur quel scope, etc. Donc il y a à la fois l'exemplarité, un assessment interne en se disant où est-ce que je me situe, et puis après un assessment externe qui est de dire par rapport à des pairs, voilà où est-ce que j'en suis. Oui, donc c'est vraiment un outil de trajectoire, si je comprends bien ça. Je trouve ça effectivement intéressant. Alors, question très basique, ce questionnaire, il porte sur quoi ? On va à quel point dans le détail, puisqu'on parle de transparence, de ce que les entreprises doivent fournir ? En fait, si vous voulez, ça consiste à lister vos activités, et d'essayer de mesurer les impacts et de se dire sur telle activité, donc par exemple de prendre l'immobilier, l'informatique, les activités industrielles, les transports. En fait, ça va grosso modo recouvrer les traditionnels scope 1, scope 2 et scope 3 éventuellement si on va jusque-là des entreprises. Et en fait, c'est de se dire qu'est-ce que je suis capable de restituer et qu'est-ce qui me manque pour fournir cette information. Je trouve que cet exercice-là, y compris pour nous, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, on va parler de votre utilisation de cette base de données du CDP pour réorienter éventuellement vos investissements, mais je reste sur une entreprise. Est-ce que le fait que la Banque de France s'y mette, est-ce que pour certaines entreprises qui étaient un peu hésitantes ou réfractaires, c'est quand même un message que vous envoyez, vous voyez ce que je veux dire ? J'espère. Le message, il n'est pas envoyé que par la Banque de France, mais oui, très clairement, c'est de dire que maintenant, de toute façon, c'est là vers ce vers quoi on doit aller. On ne peut pas ne pas y aller. Où est-ce que je suis et quel est mon impact sur l'environnement. Alors, alors dans l'utilisation de cette base de données environnementales, ce que je disais, c'est quand même un outil assez fascinant, très mondial, global, pour vos propres investissements, pour l'orientation de vos investissements. Comment vous allez l'utiliser ? Enfin, on va l'utiliser parce que sur un certain nombre de portefeuilles, donc ce qui est nos fonds propres et le fonds de pension, ça fait grosso modo 23 milliards, on a engagé vraiment un verdissement important avec des exclusions, en faisant entrer des actifs verts, en étant actif d'un point de vue actionnarial, mais aussi on s'est aligné sur une trajectoire 2 degrés. On voudrait passer sur une trajectoire 1,5 degré. Et là, c'est important d'avoir les données du CDP pour se situer et de dire si je dois passer de 2 à 1,5, quelles sont les conséquences ? Et ça permet aussi, parce qu'on n'utilise pas uniquement le CDP, on utilise plusieurs fournisseurs de données. C'est vrai qu'il y a une convergence, mais néanmoins, lorsqu'on raffine un peu la méthodologie, on se rend compte qu'il y a des différences. Donc c'est important de se dire, si je prends tel data provider, j'ai telle trajectoire, sur telle zone du portefeuille, j'en prends un autre, et ça permet en fait, comme on dit, de comparer, de benchmarker les deux. Ouais. Ça veut dire, vous l'avez évoqué, mais des investissements que vous êtes déjà en train de bannir, que vous allez continuer d'évacuer petit à petit, c'est ça ? Oui, c'est ça. Si vous voulez, l'action, comme on dit, c'est inclure. Donc, ça veut dire faire entrer des actifs verts, que ce soit des fonds de transition énergétique ou des obligations vertes. C'est exclure. Donc, c'est de se dire les entreprises les moins vertueuses, on les sort du portefeuille. Ou les entreprises qui sont trop dans les énergies fossiles, on les sort du portefeuille. De toute façon, sur le charbon, on a décidé de sortir totalement à l'horizon 2024. Et puis, c'est ce qu'on appelle agir. C'est-à-dire, en tant qu'actionnaire, qu'est-ce que je peux faire ? Donc là, le CDP, ça va clairement être dans la partie exclusion et puis dans la partie
surveillance de la trajectoire. Parce que passer de 2 degrés à 1,5, c'est pas si simple, donc il faut vraiment raffiner la méthodologie. On a besoin de données assez fines. Merci beaucoup Alexandre Gauthier d'être venu nous présenter ce virage important dans la stratégie de la Banque de France. On passe tout de suite à notre débat, les innovations sociales en milieu rural et en périphérie urbaine. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le débat de ce Smart Impact et je vous présente mes invités. Agnès Audier, bonjour. Vous êtes la présidente de l'Impact Tank et Valérie Daher, bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice générale de la fondation Break Poverty. Peut-être un mot de présentation. C'est quoi l'Impact Tank pour commencer ? L'Impact Tank, c'est un jeune think tank qui a été créé pour travailler sur l'innovation sociale, les innovations dans le domaine social au service de causes comme la lutte contre l'illettrisme, comme la prise en charge des réfugiés, comme l'accès à la formation ou à l'emploi. Donc tout le champ du social au sens large, avec l'idée qu'on manque d'innovation. Plus exactement, il y a des innovations dans le pays, il y en a énormément, mais le sujet, c'est comment on fait pour passer à l'échelle, pour que quand quelque chose fonctionne, on arrive à comprendre pourquoi ça fonctionne, quelles sont les conditions de succès et comment on fait pour que ça arrive, j'allais dire, en grand, dans plus de territoires. Et l'originalité qu'on a, c'est d'essayer de faire travailler ensemble les acteurs du champ de l'économie sociale et solidaire, qui historiquement sont ceux qui ont beaucoup innové, les entreprises qui innovent de plus en plus, notamment tirées par leur politique de responsabilité sociale et environnementale, mais aussi les pouvoirs publics et, j'allais dire surtout, en tout cas c'est notre originalité, les chercheurs, les universitaires. Parce que si on veut passer à l'échelle, si on veut faire en grand, il faut déjà mesurer l'impact de ce qu'on fait. Donc la mesure de l'impact, ou Impact Tank, on veut la faire avec des universitaires et des chercheurs. Même question à propos de la Break Poverty Foundation, c'est quoi ? Alors c'est un fonds de dotation qui a été créé il y a 4 ans par un certain nombre de chefs d'entreprise, tous engagés pour lutter contre la pauvreté, notamment contre la pauvreté des enfants et des jeunes dans notre pays. En France, en fait, ces chefs d'entreprise ont tous pour combat de lutter contre le déterminisme qui en fait, condamne aujourd'hui très concrètement nos enfants pauvres à la pauvreté à vie. On le sait, en fait, notre pays est probablement celui en fait, le pire placé en matière de déterminisme social à l'échelle de l'OCDE. Il faut en moyenne 6 générations pour qu'un descendant de famille pauvre en France puisse atteindre le revenu moyen. Ce n'était pas forcément le cas il y a 50 ans, c'est-à-dire qu'on est dans une aggravation du phénomène. On est dans une aggravation très très conséquente du phénomène et nous sommes l'avant-dernier pays à l'échelle de l'OCDE en fait, en termes de déterminisme social. Et donc l'engagement de Break Poverty est de lutter contre ce déterminisme social et notamment en développant des programmes à destination des jeunes pour prévenir cette pauvreté dans le domaine de la petite enfance, donc pour prévenir les retards de développement cognitif chez les plus jeunes, en matière de lutte contre le décrochage scolaire, pour accompagner ceux qui sont en difficulté à l'école, mais également pour accompagner les jeunes défavorisés vers le premier emploi. L'an dernier, Agnès Audier, vous avez réuni une 50aine d'acteurs de terrain pour, c'est ce que vous écriviez, identifier, faire passer à l'échelle des projets innovants qui sont destinés aux territoires ruraux et périurbains. Et vous publiez votre premier rapport de solutions. Alors, il y a un exemple qui semble tout simple. On se dit, bah oui, évidemment, l'ouverture de cafés multiservices. Pourquoi c'est finalement une bonne pratique ou une bonne idée identifiée et que vous voulez faire passer à l'échelle ? Parce qu'on voit bien que dans les territoires, il y a un sujet de lien social, il y a un sujet de présence des services. On parle souvent des services publics, mais en fait, c'est des services publics et privés. D'ailleurs, quand on fait des enquêtes, et notamment des analyses universitaires, on voit que la présence des services publics, ça compte beaucoup, mais la présence des magasins, par exemple, est absolument clé, et la présence des cafés. D'où le programme qui a été lancé par le groupe SOS, auquel d'ailleurs le think tank est adossé, mais ce n'est pas pour ça qu'on a pris cette initiative. D'où l'idée de regarder comment on pouvait réinstaller des cafés dans les villages avec une vision en fait multiservice. On appelle ça café pour aller vite, mais c'est plus un magasin multiservice avec un café et pourquoi pas une salle polyvalente. C'est presque un lieu de vie, quoi. Du yoga, voilà, c'est un lieu de vie. On essaye d'adapter, de reconstituer quelque chose qui fonctionne sur les territoires avec
l'ensemble des acteurs, et notamment, en l'occurrence pour les cafés, les collectivités locales. Et on est bien sur cette idée de regarder comment des initiatives qui marchent, parce que des réinstallations de cafés, il y en a eu par le passé, c'est pas la première fois, mais comment on passe de quelques exemplaires de ce savoir-faire à en faire des milliers. Voilà. Et on peut démultiplier sur d'autres sujets. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a fait une espèce d'appel à contribution. On a dit, vous, acteurs de terrain qui avez des initiatives, que ce soit des acteurs de l'ESS, des entreprises ou des collectivités locales, faites-nous savoir ce que vous faites. Donc, on a récupéré 80 initiatives. On les a un peu organisées, classées avec le groupe de travail. On en a sorti une quarantaine. Et parmi cette quarantaine, il y en avait 13 qui avaient déjà des études d'analyse d'impact. Donc on les a recensées, mises ensemble, rendues accessibles à tout le monde. Et donc on va permettre, on espère que notamment ces 13 initiatives, dont celle que vous portez, madame, puissent être réutilisées et étendues. Et ce qu'on a fait en parallèle, c'est qu'on a essayé de recenser quels étaient les critères d'évaluation. En regardant les critères concrètement qui avaient été pris par les acteurs de terrain, mais aussi des bonnes pratiques internationales, des recommandations de la Commission européenne, pour essayer là aussi de mettre ensemble et mettre à disposition de tout le monde ces indicateurs. Donc là, il y a 22 indicateurs qui apparaissent un peu partout. Mais c'est passionnant parce qu'on se dit un café multiservice, ok, c'est quand même basique, quoi. Et c'est là que, dans ce que vous décrivez, finalement, il y a l'intervention de chercheurs ou d'experts pour en faire ressortir le plus efficace. C'est ça l'idée, ou le plus duplicable ? Alors, on essaye de faire deux choses. D'abord, de mesurer l'impact, parce qu'à un moment, typiquement, si vous voulez réinstaller des cafés, il va falloir que vous puissiez quelque part justifier que les collectivités locales vont offrir gratuitement les locaux. Oui. Après tout, vous offrez gratuitement des locaux pour un service privé. Il faut savoir expliquer pourquoi c'est efficace, pourquoi cet argent public est dépensé de cette façon. Donc, il y a un sujet de mesure d'impact. On essaye de regarder des villages qui ont avec café et des villages sans café. Quelles sont les dynamiques qui se passent sur le terrain. Et c'est là qu'il est difficile de mesurer c'est quoi l'impact d'avoir un café. Voilà, vous n'avez pas forcément, au-delà des 2 emplois qu'il y a dans le café, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce qui se passe sur le territoire. Donc il y a un sujet de mesure, et puis il y a un sujet de compréhension de ce qui fait le succès. Ce qui fait le succès, on peut le dépioter, le décrire, qu'il s'agisse de savoir faire un diagnostic territorial, savoir associer les habitants, pas juste avoir une information en mairie, mais un vrai échange avec les habitants pour comprendre ce qu'ils attendent et à quelles conditions ils vont bien accueillir cette innovation. Et puis regarder après sur des cafés ou des commerces multiservices, il y a des choses assez techniques, comment vous faites des accords avec des logisticiens, comment, voilà. Donc tous ces savoir-faire-là, on essaye de les mettre en commun et à disposition. On est vraiment, par définition, à but non lucratif, à disposition de tout le monde. Alors, je voudrais qu'on parle de ce dispositif, la dotation d'action territoriale. C'est un système que vous connaissez bien, Valérie Darret. Comment ça marche ? Alors concrètement, en fait, la dotation d'action territoriale est partie d'un constat qui est que les entreprises sont très peu engagées en matière de lutte contre la précarité des jeunes, notamment sur leur territoire. Déjà, quand on regarde les chiffres à l'échelle nationale, on constate que 9 entreprises sur 10 ne font pas de mécénat. Aujourd'hui, en fait, ce sont moins de 10% des entreprises françaises qui s'engagent en matière de mécénat. Et lorsqu'on zoome sur le mécénat social, on constate que c'est 20% de ces 9% d'entreprises qui s'engagent sur ces sujets-là, soit 2% des entreprises françaises qui aujourd'hui s'engagent en matière de lutte contre la précarité. C'est trop peu face au constat qui est le nôtre et face notamment à l'ampleur de la pauvreté et du déterminisme social en France. Et face à ce constat, en fait, lorsqu'on va voir les chefs d'entreprise, notamment sur nos territoires, on constate en fait que ces chefs d'entreprise ont envie d'agir sur ces sujets parce qu'ils sont tous préoccupés par la situation des jeunes de leur territoire. Ils sont préoccupés par leur situation en termes d'emploi, ils sont préoccupés par la sécurité sur leur territoire et donc ils ont envie d'agir. Mais ils ne savent pas concrètement comment agir parce qu'effectivement, la question de la précarité des jeunes n'est pas forcément facile à aborder lorsque vous êtes un chef d'entreprise d'une PME ou d'une ETI sur un territoire. Et donc pour cela, nous avons en fait mis en place un dispositif qui vise à faciliter l'engagement des entreprises en matière de mécénat social. Et pour cela, on part du diagnostic du territoire. Et donc, on commence par une analyse, en fait, assez fouillée de la pauvreté des jeunes sur ce territoire. Donc, pour vous donner un exemple très concret, dans une ville comme Romans-sur-Isère, 36 000 habitants, on va essayer de comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de pauvreté des jeunes. Donc, qui sont-ils ?
Où vivent-ils? Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés auxquelles ils sont confrontés? Et face à cela, on va identifier des projets associatifs qui existent sur ce territoire, ou quelquefois en fait qui n'existent pas mais qu'on va faire venir sur le territoire et qui vont permettre d'accompagner très concrètement les jeunes de ce territoire et leur permettre en fait de trouver une voie de sortie de la précarité. Et donc là aussi c'est un dispositif qui associe le public et le privé. Il y a plusieurs entreprises qui s'engagent, évidemment là où les collectivités territoriales, c'est ça, pour bien identifier les besoins et ensuite mettre en place le bon dispositif, c'est l'idée? En fait, la mairie ou la collectivité territoriale est très engagée dans le dispositif pour d'abord en fait valider le diagnostic, mais également cautionner le choix des projets, c'est important. Enfin, aujourd'hui, ces acteurs sont au cœur du territoire, ils connaissent bien les projets, et donc la collectivité locale est très engagée, et les entreprises effectivement sont mobilisées. Donc les entreprises de ce même territoire sont mobilisées pour financer ensemble les projets qui sont identifiés. Et là, donc Romans-sur-Isère, c'est combien d'entreprises, quels projets, combien de jeunes qui finalement vont bénéficier d'aide et de projets concrets? Mais écoutez, à Romans-sur-Isère, très concrètement, c'est une petite vingtaine d'entreprises qui sont engagées. C'est près d'1,4 million € qui ont été levés pour financer 6 projets associatifs à l'intérieur du territoire qui aujourd'hui accompagnent plus de 1000 jeunes dans cette ville de 36 000 habitants. Agnès Audier, cette association publique-privée, c'est aussi ce qui vous intéresse? Est-ce que vous avez identifié j'allais employer l'horrible mot anglais scalable, mais pour passer à l'échelle la dotation d'action territoriale? Absolument. Je pense qu'il y a un sujet de coopération de façon générale. Hein. On voit bien que sur les projets sur le terrain, ce qui fait qu'ils prennent trop de temps et qu'ils grimpent pas, qu'ils montent pas en puissance suffisamment vite, c'est souvent que les jeux d'acteurs et puis les calendriers des différents acteurs sont différents et donc des choses dont on se dit bon, allez, en 1 an et demi, 2 ans, ça devrait sortir de terre et exister. En fait, ça peut mettre 4-5 ans. Donc il y a un sujet de coopération et ce qui est fait là essaye justement de raccourcir ces délais et de faire en sorte que les gens quelque part se mettent d'accord à l'avance et donc après on puisse dérouler. Quelle que soit la taille d'entreprise, ou c'est des grands groupes plutôt qui participent? Je pense qu'il y a maintenant des entreprises de toute taille qui s'engagent sur les territoires et peut-être que sur les territoires, on a peut-être même une tendance à ce que ce soit plus les ETI qui soient proches des territoires. Donc plutôt les entreprises de taille intermédiaire. Mais typiquement là sur le travail qu'on a fait, je vous disais, on est surtout parti du secteur associatif. Ce qu'on veut, c'est prolonger le travail l'année prochaine avec des entreprises petites et aussi les grandes entreprises qui sont un réseau, que ce soit dans le secteur de l'énergie, des transports ou du commerce ou des télécoms. Le temps file vite, donc je vais vous poser une dernière question sur ce mécénat social. Est-ce que le cadre réglementaire est adapté aujourd'hui ou est-ce qu'il faut le changer, d'après vous ? Alors, l'ensemble des acteurs se penchent plutôt vers une conservation du système actuel. En fait, il est déjà hyper compliqué. Et donc, donc rajoutons pas une loi pour le compliquer exactement. encore. Bon. Et donc là, la volonté de tous, en fait, c'est plutôt en fait de faire en sorte qu'il soit connu. Et d'ailleurs, on constate en fait, notamment sur le territoire, qu'un dispositif que nous avons beaucoup en fait poussé, qui permet en fait d'augmenter la déduction fiscale, notamment le plancher de déduction fiscale en fait pour les entreprises qui s'engagent, donc à hauteur de 20 000 €. Ce dispositif n'est absolument pas connu de la part des PME qui souvent en fait limitent leur engagement par peur, effectivement, que ça leur coûte trop cher. Donc pour nous, il est aujourd'hui très important qu'au contraire, les entreprises s'engagent de manière beaucoup plus forte en connaissant ce dispositif. Mais par contre, nous avons à cœur, en fait, de créer une loi dotation d'action territoriale qui va encourager les entreprises à affecter 2% de leurs résultats à des projets sur leur territoire. Donc pour nous, ce qui est important, c'est plutôt en fait, de valoriser les bonnes initiatives et de les faire connaître à l'échelle du territoire. Et donc on veut que les entreprises rendent des comptes chaque année sur ce qu'elles font à l'échelle de leur territoire, notamment à destination des jeunes les plus défavorisés. Donc c'est un de nos objectifs pour la nouvelle mandature, c'est de porter en fait ce dispositif et de faire en sorte que toutes les entreprises de France puissent être encouragées à s'engager à hauteur de 2% de leurs résultats pour des projets aux côtés des jeunes de leur territoire. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ces initiatives. C'était passionnant. À bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours. Bonjour Julien Froidure, bienvenue. Vous êtes le cofondateur, directeur général d'Acheton Groupé. Vous l'avez créé avec Raphaël Doudet. Il y a pas mal de jeunes entrepreneurs ou de créateurs de jeunes entreprises qui ont eu l'idée pendant le confinement. C'est aussi votre cas. Alors c'est quoi le point de départ? Racontez-moi. Alors c'est mon cas. Bonjour Thomas, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. C'est mon cas. En fait, je me suis retrouvé
comme beaucoup de personnes à ce moment-là, en chômage partiel. Et j'ai eu envie d'entreprendre et de rendre service un petit peu à tout un tas de populations qui, à ce moment-là, comme moi, étaient peut-être en chômage partiel, avaient perdu des emplois, étaient en situation plus ou moins de précarité. Et du coup, Acheton Groupé a d'abord une vocation sociale de réduire des coûts et de gagner du pouvoir d'achat. D'accord. Et donc, avec quelle première idée, quel premier projet? Donc, le premier projet, c'était un achat groupé d'énergie pendant le confinement qui a permis d'obtenir une offre d'électricité verte avec 21% de remise par rapport au tarif réglementé à ce moment-là. Donc, qui a été une super offre et qui a amené un petit peu la suite du projet avec une vocation plus environnementale. Et l'objectif, ça a été de se dire, on va utiliser les achats groupés comme un levier pour favoriser l'écologie. Et en fait, en allant un petit peu plus loin, on est parti du constat que, en fait, on se rend de plus en plus compte qu'on a besoin d'agir pour l'écologie. On les voit avec les rapports du GIEC, avec beaucoup de communication qui est faite et c'est très bien. Néanmoins, on a toujours beaucoup de blocages à ça. Les blocages sont souvent tout seul, ce que je fais, ça a peu d'impact, ça sert à rien. L'écologie, ça coûte cher, ça coûte plus cher que de consommer Made in China, par exemple. Et puis, on ne sait pas trop par où commencer. On ne sait pas qu'est-ce que concrètement, moi, je peux faire pour que ce soit utile, que ça ait de l'impact. Et donc, en fait, l'achat groupé répond un petit peu à tout ça en disant, OK, on va se réunir tous ensemble. Avec cette force du nombre, on va réussir à faire poids et obtenir des tarifs qui sont moins chers sur un produit X, mais un même produit, pas un produit Made in China. On va le faire tous ensemble et donc du coup ça va donner une émulation et avoir un réel impact encore plus important que si on le faisait tout seul. Donc il y a l'énergie, pardon de vous interrompre, mais il y a par exemple aussi l'achat groupé de vélos électriques, c'est un cas d'école assez intéressant. Mais c'est quoi? C'est des citoyens, des groupes d'amis, ça peut être des salariés, ça peut être via une entreprise? Comment ça marche exactement? Alors la première opération, elle a été faite un petit peu par le bouche à oreille et ça a eu tellement de succès que ça m'a donné envie de continuer l'aventure. Et en fait, en discutant avec des collectivités, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'accompagnement de collectivités qui voulaient elles aussi agir pour l'écologie, pour aider leurs citoyens à gagner du pouvoir d'achat et à participer à la transition environnementale à laquelle on doit tous participer. Et du coup, on organise avec des collectivités, des achats groupés pour la mobilité douce, pour l'énergie d'origine renouvelable, et donc pour aider les citoyens à agir dans cette transition environnementale. Il y a un exemple en Bretagne, à Saint-Brandant. Quel a été le rôle d'Acheton Groupé pour aider la municipalité en fait? Alors Saint-Brandant, ça a été la toute première collectivité qu'on a accompagnée en Bretagne en effet. Donc concrètement, comment ça se passe? Nous, on va d'abord discuter avec la collectivité et réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat, à la fois en termes de quels produits on va choisir pour notre projet, mais également comment on va l'illustrer et quels sont les critères qu'on va définir sur l'offre d'énergie, quels sont les critères qu'on va définir pour le vélo. Et donc nous, on les accompagne, on va créer un cahier des charges ensemble, on va les accompagner sur la communication. Et donc d'abord, on va inviter toute la population, de Saint-Brandant en l'occurrence, à s'inscrire gratuitement et sans engagement pour dire « j'aimerais participer à cette transition environnementale et m'inscrire à l'achat groupé d'énergie de vélo électrique, de vélo et vélo électrique ». Et dans un deuxième temps, on va faire un appel d'offres auprès des fournisseurs, donc les vélocistes locaux, les fournisseurs d'énergie, et ensuite envoyer les différentes offres qu'on aura pu obtenir grâce à ce rassemblement. Et ensuite, chacun est libre d'en bénéficier. Et là, on fait une économie de quel montant, par exemple? L'ordre de grandeur, c'est moins 15 à moins 20% sur l'achat d'un vélo électrique par rapport au prix public. Ce qu'on va faire également, c'est que quand on accompagne une collectivité, souvent on a des aides des collectivités locales. Donc là, par exemple, on a organisé un achat groupé à Tournefeuille, à côté de Toulouse. On a des aides importantes de la région Occitanie, de Toulouse Métropole. Et donc, on va faire en sorte que les vélocistes qu'on a choisis puissent faire bénéficier aux citoyens des aides des collectivités en complément de la remise de l'achat groupé. Oui, donc avec un tarif encore plus avantageux. Merci beaucoup. Merci Julien Fouradur-Bonvent à Acheton Groupé. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.